Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Brackets. Et encore aujourd'hui, nous sommes avec Adrien. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Et nous avons un invité avec un magnifique prénom. Nous avons Loïc avec nous. Bonjour Loïc, bonjour Adrien. On va parler cette semaine d'e-commerce, de Shopify, d'agences web et tout ça grâce à Loïc. Donc je te propose de commencer par te présenter. Comment t'en es arrivé aujourd'hui à avoir cette agence et à t'être lancé dans l'e-commerce? Ouais, bien sûr, je suis Loïc, je suis le fondateur de GradiWeb. Ça fait un petit peu plus maintenant 9 ans d'existence maintenant. J'ai débuté, alors moi j'ai pas mal voyagé, après mes études, je suis parti un petit peu découvrir le monde et au final, j'avais envie de monter quelque chose à la fin de mon voyage et j'ai eu une petite opportunité de monter une agence avec un ami, donc on a commencé comme ça. On était une agence 360 au début. On a fait pas mal de marketing, on a fait beaucoup de choses et on s'est assez rapidement rendu compte qu'en fait, on avait beaucoup de services, pas mal de clients, mais une toute petite équipe et que c'était très compliqué d'aller délivrer de la qualité. Et du coup, je suis développeur à la base, donc on s'est refocus sur le développement. On est parti sur des CMS type WordPress, type PrestaShop et on a découvert Shopify en 2019. Avec un de nos clients qui nous a confié un projet et on est très rapidement tombé amoureux et de fil en aiguille, on s'est dédié 100% à Shopify rapidement parce qu'en 2020, on n'était plus qu'une agence 100% Shopify. Magnifique. La transition est toute faite sur la prochaine question. Pourquoi Shopify? Donc, cette histoire d'amour. Et qu'est-ce qui a provoqué cet amour pour Shopify? Écoute, nous, à la base, quand on était sur WordPress, quand on était sur PrestaShop, en fait, on mettait en place des projets. Ça se passait très bien, mais une fois que le projet était en ligne, souvent, ce qui arrivait, c'est qu'on allait plutôt dans la gestion de la frustration client. Pourquoi? Parce que le client allait avoir son site en ligne, dès qu'il allait faire une interview, une montée de trafic, son site allait planter, il devait gérer son serveur, il allait ensuite avoir des problématiques de mise à jour très récurrentes, notamment sur WordPress. Les montées de version sur PrestaShop sont toujours très compliquées ou étaient très compliquées à l'époque. Et du coup, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout sur Shopify. Et on s'est rendu compte que dès qu'on mettait un site Shopify en ligne, ensuite, on était vraiment focalisé sur de l'évolution. Donc, mettre en place de nouvelles fonctionnalités, plus que d'aller gérer de la frustration client. Donc, c'est vrai qu'on a fait le switch très rapidement. Et le pricing de Shopify, le fait que ce soit un abonnement mensuel, vous avez vu des freins pour vos clients face à ça ou vous le prenez en charge? Je sais pas. Non, pas particulièrement. En fait, Shopify va avoir différents forfaits. Donc, tu as un forfait qui est quand même accessible. Initialement, je sais plus combien il est, mais il doit être autour de 30 €. Après, effectivement, tu passes à 400, puis tu as Shopify Plus à 2500. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ton coût de serveur, donc ce que tu as par exemple sur WordPress ou sur PrestaShop, peut être quand même assez conséquent. Tu vois, PrestaShop, tu peux pas l'envoyer sur un serveur à 20 €. Il faut quand même que tu aies un serveur qui soit assez robuste. Derrière, tu as aussi des coûts de maintenance, des coûts d'évolution que tu vas avoir sur WordPress, sur PrestaShop. Et en fait, l'un dans l'autre fait qu'en soi, même si d'apparence c'est pas forcément le cas, Shopify est quand même beaucoup plus accessible et limite plus économique que du PrestaShop. Alors peut-être moins du WordPress, mais WordPress c'est d'autres problématiques derrière. Ok, ça s'explique. C'est très fort. J'avais toujours pas compris la plus-value de Shopify. Donc, écoute, la plus-value est énorme. Trop cool. Et on va revenir après cette grande question sur Shopify. On va revenir sur ton parcours en détail. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'e-commerce? Tu l'as un peu abordé au début. Qu'est-ce qui t'amène dans l'e-commerce aujourd'hui spécifiquement? Ouais, alors moi ce que je vous disais, du coup j'ai monté l'agence à la base de 360, on s'est orienté sur le développement et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai rencontré un nouvel associé qui s'appelait Julien et qui était directeur commercial de Rakuten. Ah oui. Et en fait quand on s'est associé, alors lui il est venu en Colombie et du coup quand on s'est associé, il a insufflé une vraie valeur e-commerce dans la boîte. Donc on a commencé à travailler dessus et petit à petit on s'est réorienté complètement là-dessus. Et en soi, je pense que ce qui a terminé de fermer notre orientation e-commerce, c'est le Covid, où beaucoup de personnes se sont lancées dans l'e-commerce. Et nous, ça a été une énorme opportunité de croissance. Donc, à partir de là, on s'est vraiment focalisé là-dessus. Ouais. Pendant le Covid, il y a beaucoup de milieux qui se sont digitalisés. Énormément. Et on l'a beaucoup vu. Mais c'est intéressant que ça ait lancé beaucoup de domaines qui n'avaient jamais touché. Même nous, avec Accéléreo dans les sports mécaniques, on a tenté aussi à peu près à cette période-là de digitaliser le domaine. Mais ouais, ça m'étonne pas du coup
que tu dis ça. Non, mais c'est vrai que le Covid a amené pas mal de business, hein, comme tu as dit. Ça en a détruit certains, malheureusement, mais ça Aussi, en a ouais. fait évoluer d'autres. C'est vrai. Le télétravail aussi a permis une nouvelle manière de travailler, ce qui est assez fou. Et peut-être, du coup, ce Covid ou même avant, quels ont été tes défis les plus marquants sur GradiWeb? Bah, écoute, moi, je pense que déjà, l'entrepreneuriat, c'est du défi au quotidien. C'est Donc, clair. des défis, il y en a beaucoup. Et j'ai cette spécificité où je gère une boîte entre deux pays, donc entre la Mhm. France et la Colombie. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de complexité. On va avoir des complexités ou des spécificités très culturelles. Donc, c'est une différence de culture, même si la Colombie se rapproche beaucoup de l'Europe. Mhm. La différence culturelle se joue beaucoup dans les détails. Ça va être un pays où le système éducatif est pas forcément aussi performant qu'en France. Ok. Ça va aussi être un pays qui se rapproche beaucoup des États-Unis en termes de contrats. Donc en fait, c'est des contrats où la personne peut sortir très rapidement. Nous aussi, en tant qu'entrepreneur, on peut s'en séparer très rapidement. Mais en fait, ça a des avantages et des inconvénients. Et moi, j'ai plus tendance à avoir l'inconvénient là-dessus. Ok. Parce qu'il y a des personnes qui potentiellement pouvaient partir d'un projet juste parce qu'ils n'étaient pas contents une journée. Donc c'est assez difficile à gérer. Ça, c'était un gros enjeu qu'on a eu. On a beaucoup travaillé la fidélisation de nos équipes, le fait qu'ils soient contents de travailler avec nous. On a beaucoup travaillé l'image employeur. On a Ok. beaucoup travaillé le fait que les personnes qui travaillent avec nous soient contentes de travailler avec nous, se sentent bien, aient des salaires convenables et très convenables pour la Colombie. Ce qui fait qu'on a aussi beaucoup fidélisé ces personnes-là. Maintenant, on a des gens qui sont avec nous depuis 4-5 ans. Donc, on s'en est pas mal sorti. Mais ça a été un énorme défi. Je suis rentré en France en 2021, alors fin 2020, début 2021, et ça a été un nouveau défi puisqu'il a fallu que je gère mes équipes à distance. Oui. J'ai des gens de confiance là-bas, des managers que je connais personnellement très bien. Alors on est une petite équipe, on est une vingtaine de personnes, donc on n'est pas non plus 300. Donc je connais tout le monde personnellement et du coup j'ai quand même des managers sur lesquels je peux m'appuyer et je fais des allers-retours assez fréquemment, mais ça c'est un défi de taille à mettre en place, quoi. Puis avec le décalage horaire aussi, peut-être que c'est compliqué quand tu es en France. Du coup, le fait d'avoir des managers là-bas, ça arrange bien la chose. Bah, en fait, c'est une vraie problématique, mais du coup, si tu veux, ça a été assez surprenant parce que nous, on a proposé à nos équipes de commencer à 6h du matin en Colombie et ils ont tous accepté. Et au-delà, ils ont tous trouvé que c'était génial. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de commencer très tôt. Moi, ma femme avait ses cours qui commençaient à 5 ou 6h du matin. Ok. Et du coup, ils ont l'habitude de commencer très tôt. Le soleil en Colombie se lève à peu près à 5h30 et se couche à 18h toute l'année. Donc, ils ont un rythme de vie qui est un petit peu différent. Et c'est vrai que quand on a proposé à nos équipes de commencer à 6h du matin pour réduire le décalage horaire, ça a été extrêmement bien pris et tout le monde a trouvé que c'était génial. Et du coup, ils finissent un peu plus tôt. Et du coup, ils finissent un peu plus tôt, exactement. Magnifique. Ils auraient pu se faire avoir. Commencer plus tôt, mais j'aurais aimé, mais non. Il faut, comme tu disais, la marque employeur, ça en fait partie. Ouais. Du coup, donc très cool. Là, t'associes la marque employeur et en plus les bénéfices pour l'employeur. Oui. Tu proposes Et plus le tôt confort et en de vie, plus c'est bien. Enfin, exactement. du coup, ça marche bien là-dessus. Exactement. Et ça a été un gros gain parce qu'en termes de communication, nous, ça nous a permis de réduire ce décalage horaire. Et c'est vrai que voilà, on arrive quand même à être pas mal là-dessus. Et on parlait des difficultés que tu as eues. Et est-ce que le fait que t'aies basculé d'une agence 360 à une agence web, ça résulte peut-être d'une ambition trop forte ou c'est juste au bout d'un moment l'envie de faire que du web? Alors, j'ai eu beaucoup d'étapes différentes dans mon entreprise. J'ai parlé du fait de passer de 360 à développement. À l'origine, c'est vraiment parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on avait trop de services pour pouvoir délivrer de la qualité. Moi, j'avais 5 personnes en interne et on faisait du SEO, du SEA, on faisait de l'email marketing, on faisait de la gestion de réseaux sociaux, on faisait du développement, on faisait du design, on faisait du print. Et bref, juste là, j'ai dit plus de services que ce que j'avais à l'intérieur. Donc en fait, c'était absolument impossible de donner de la qualité. Et puis ça se sent très rapidement hein, quand au final t'as trop de services, que tu délivres pas forcément bien, t'as quand même des clients frustrés, t'as des commentaires assez négatifs. Donc voilà, c'était vraiment cette problématique-là qu'on a résolue en passant juste en mode développement. D'accord. Mais c'est intéressant parce que c'est compliqué aussi en tant qu'entrepreneur quand c'est ta boîte de se rendre compte de ce qui va pas et de se dire bah du coup je vais pas avoir autant de services donc autant de marchés à attaquer. Tu vas dire bon on en fait qu'un, c'est aussi il y a un côté risqué à ça. Ouais. Vous avez eu un peu peur au début ou... Alors peur, je sais pas. Un grand mot, mais c'est un grand mot, mais c'est vrai que c'est compliqué et on a eu un autre switch aussi quand on est passé exclusivement à Shopify
Et là, c'est mon associé, mon ex-associé qui a beaucoup insisté pour le faire. Ok. Et c'est vrai que moi, j'étais très réticent, très sceptique au début, parce que je me disais qu'en fait, on devient beaucoup trop spécifique et qu'on va se fermer des opportunités de marché. Et c'est pas vrai du tout. Ça a été une vraie manière de nous faire identifier clairement sur le marché comme une des rares agences Shopify à l'époque. Ok. Et on reste aujourd'hui il y a des agences Shopify, il y en a pas mal, mais il y en a pas non plus des millions. Et on est plutôt pas mal identifié a priori dans ce segment-là. Donc en fait, ça a été un petit peu compliqué au début parce que oui, je me disais merde, je suis en train de passer d'une opportunité ou de plein d'opportunités de business à beaucoup me réduire. Et ça a fait l'effet inverse où en fait, comme je suis dans quelque chose de très spécifique, mes clients sont très fortement identifiés. Il y a des gains en termes de communication. J'ai pu commencer à communiquer sur 20 services différents. Je peux vraiment me focus sur ce genre de choses. J'ai un gain en termes de target que je vais chercher à aborder. Et en fait, ça permet vraiment nous, ça a été vraiment une transition réussie. Alors, c'est vrai que c'est stressant au début, mais je pense que c'est mieux. Bah, nous, pour tout te dire, on essaye d'ouvrir les États-Unis. Donc c'est pas la chose la plus simple. Non, pas l'ambition. Mais voilà, on y était en début d'année pour déjà tester le marché et voir comment ça pouvait répondre. La première chose qu'on nous a dit, c'est vous faites trop de choses entre guillemets, alors qu'on fait vraiment que du développement custom de base. Ouais, mais sur quelle techno? Et en fait, c'était ça. Si on fait, on est capable de coder sur toutes les technos, mais il nous disait, faut que vous nichiez soit dans une techno, soit dans une niche d'industrie. Et ça revient à ce que tu disais. Et moi, je suis en mode, bah oui, mais du coup, on va se fermer des opportunités, etc. Donc, c'est intéressant. Franchement, je pense que tu vas gagner mais tu vas gagner à plein de niveaux. Parce que je pense qu'on va regarder un petit peu après l'histoire de qualité en termes de développement, en termes de process. Et en fait, même dans tes équipes, tu vas pouvoir mettre en place des process qui sont beaucoup plus structurés parce que tu es focus sur une ou deux technologies et tu as juste à te focus sur ces deux technologies-là. Alors que si tu as 25 services différents, bah, il va falloir que tu penses des process pour 25 services potentiellement. Alors peut-être pas, tu auras des process qui seront assez similaires sur certaines choses, mais c'est beaucoup plus de travail à mettre en place à ce niveau-là. Et si vous êtes une petite équipe, honnêtement, c'est ambitieux, c'est compliqué. Et pourquoi les États-Unis? Alors, parce que moi, personnellement, j'adore ce pays. Peut-être toi, comme toi pour la Colombie. J'imagine que tu aimes le pays quand même. On a fait une partie de nos études là-bas, avec Adrien. Et du coup, je me suis dit, bah, moi, j'avais déjà mon business en France pendant qu'on était en études. Je me suis dit, bah, les États-Unis, ils ont l'air beaucoup plus simple de faire du business dans le sens où ils ont l'air plus ouverts à la discussion, etc. Donc, j'ai commencé à tester le marché, pas y aller avec $1 dans la poche, American Dream, préparer cette histoire. Et à force de rencontres, là en ce moment, on discute avec une personne aux États-Unis pour carrément ouvrir une filiale de Beyond the Brackets là-bas et avoir quelqu'un qui connaît hyper bien le marché, qui est sur place, comme tu disais avec tes managers, qui est sur place et qui va pouvoir nous aider à faire grossir l'agence là-bas, quoi. Ouais, je pense que c'est important. Moi, j'ai essayé d'ouvrir pas mal de marchés. Au final, on est quand même une entreprise assez internationale. Donc, on parle pas mal de langues. Anglais, espagnol, français, évidemment. Mais j'ai une personne qui parle russe. J'ai des gens qui parlent portugais. Et du coup, on a fait pas mal de tests. Et c'est vrai que je me suis aperçu que tu peux aller gagner quelques petits deals, juste en faisant de l'emailing, en prenant quelques contacts. Mais si tu veux vraiment commencer à développer un business dans un pays, faut que tu aies absolument une implantation locale. Sinon, c'est trop complexe à gérer et bien sûr. Et après, en plus, les États-Unis, c'est grand. Donc, on va commencer avec New York, qui, à mon avis, est quand même le cœur du business. Voilà. On va pas commencer au fond du Michigan, par exemple. Ce serait plus compliqué. Quoique, ça pourrait te plaire. Hein. Oui, bah, j'adorais. La campagne. Enfin, voilà. Mais, ce serait plus compliqué pour le business, quoi. C'est ça. On va plus galérer. Sauf si on fait des petits sites vitrines, pour le ranch du coin. On va vite faire le tour, je pense. Oui, voilà. Même si c'est très grand. Le nombre de clients va être réduit. Mais enfin voilà, donc aparté sur les États-Unis, etc. Revenons à GradiWeb et parle-nous un peu des succès, de vos success stories et des projets que vous avez pu faire au sein de GradiWeb et dans l'e-commerce surtout. On a pas mal de projets, on en a beaucoup, mais il y a, je pense, 3 success stories et qui nous ont pas mal permis de décoller. La première, c'est 900 Care. 900 Care, c'est une référence. Ça fait maintenant 4 ans qu'on a fait leur site et on nous en parle tout le temps. Alors on a fait plusieurs choses avec eux, mais au final, au bout d'un moment, ils ont une stratégie où ils ont internalisé les devs et du coup, ils ont complètement repris la main. Mais ça, c'est une success story incroyable.
pas que dû à notre travail, honnêtement, parce que ils sont quand même sacrément bons. Une autre success story ou quelque chose que j'aime bien, c'est Bonsoir. Ok. Bonsoir, on a commencé avec eux, ils devaient faire autour de 4 millions. Et on les a accompagnés pendant 3-4 ans, 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Et quand ils ont refait leur site, ils sont partis sur d'autres types de technos qui n'étaient pas forcément des technos à l'époque qu'on gérait. Et du coup, ils sont partis avec une autre agence, mais ils ont terminé autour de 18-20 millions. Ok. Donc, on les a vraiment accompagnés sur toute leur croissance. Alors, encore une fois, c'est pas notre travail Oui. exclusivement. Nous, on a été beaucoup là, beaucoup de tests sur le site, beaucoup d'améliorations, d'optimisation. Après, eux, en termes d'équipe, de process et de qualité de produit, c'est assez incroyable ce qu'ils font. Mais ça, c'est, je pense, les deux principaux succès. C'est quoi le cœur de métier de Bonsoir? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vendent? Alors, ils vendent des linges de lit. Ok. Et en fait, ils vendent des linges de lit à un prix accessible. Parce Ok. que je sais pas si tu sais, quand tu... Je sais pas. Ça coûte cher. Je sais pas si... J'en achète pas tous ça les coûte jours. cher. Ok. Ça coûte assez cher. Et c'est vrai que moi, j'ai emménagé avec ma femme quand on est revenu en France. Mhm. On a dû refaire Ah bah toute oui. la maison et tout racheter. Et c'est vrai que c'était assez cher, plus que ce que je ne m'imaginais. Ouais. Et au final, Bonsoir ont des prix qui sont abordables pour une qualité qui est quand même incroyable. Ok. Et je vous conseille, hein, moi je dors dans Bonsoir tous les soirs et sincèrement, C'est top. c'est quoi. super. Ouais. Ok. La petite pub pour Bonsoir. Ça fait plaisir. Ouais. Et du coup, ces deux success stories là, enfin, c'est les plus marquantes qui viennent en tête. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme techno amené à Shopify? Quel process? Est-ce que vous avez fait des travaux d'analyse, de performance sur les sites? Ouais, alors sur ces deux sites-là, je vais peut-être passer à d'autres projets. Ouais. Parce qu'en fait, ces deux success stories, on les a beaucoup accompagnés, Mhm. mais on a aussi fait des choses peut-être très intéressantes à côté, Ok. qui sont pas forcément sur ces sites-là. Tu veux voir quoi? Tu veux voir les process qu'on a mis en place ou les résultats ou les travaux qu'on a? C'est, je pense que vos résultats, ça dépend de vos process. Enfin, c'est plus comment t'as travaillé là-dessus. Les process, c'est intéressant. Ouais. Commençons par les process. Tout à l'heure, on parlait de défis. En fait, il y a des différences culturelles, il y a des différences au niveau d'éducation. Mm. Il y a, nous, les Français, on va être très attentifs aux détails. Mm. Et en fait, quand on met un site en ligne, il faut que tout soit parfait au niveau du front, que tout soit incroyable. Et c'est vrai que moi, je suis très sensible à ça. Mais mes devs, à la base, avaient pas forcément la même sensibilité, si je peux dire. Et du coup, m'envoyaient des choses qui étaient un petit peu loin de ce que j'attendais. Ok. Donc, on a beaucoup travaillé cette partie-là. On a énormément sensibilisé nos développeurs pour vraiment qu'ils fassent attention aux détails. On a mis en place, même en termes de code et de qualité du code, on a mis en place tout un tas d'outils via des Gitflow, via des pipelines, avec des contrôles sur Lighthouse, sur de la performance de Mozilla, des API, ce genre de choses, pour pouvoir s'assurer qu'en fait, quand nos devs poussent quelque chose sur Git, tout respecte nos standards. Ok. Donc ça, c'est quelque chose déjà qu'on a mis en place. On a des process de QA automatisés derrière. J'ai plusieurs QA, un QA par équipe qui va à chaque fois contrôler l'intégralité du travail qui est fait. Et on a beaucoup sensibilisé nos chefs de projet pour s'assurer qu'en fait, il y a un dernier check tout au bout de la ligne avant d'envoyer au client. Ok. Donc, ça veut pas dire qu'il y a jamais d'erreur. L'erreur reste humaine, hein, quoi qu'il arrive. Oui. Mais en fait, on arrive à délivrer aujourd'hui un niveau de qualité qui est très élevé et par rapport à ce qu'on avait en place. Tu diminues ton risque de mauvaise qualité du fait d'avoir mis tous ces process. Exactement. Et à la fin, il y a un dernier check qui doit être toi, à mon avis. Non, moi non, j'ai plus le temps. Tu regardes un peu le site rapidement? Si. Si, c'est un petit truc Une fois qu'il est en ligne. qui te fait mal à l'œil, à mon avis. Je regarde occasionnellement, mais je peux pas dire qu'aujourd'hui je suis la personne qui garantisse la oui, non, bien sûr. Ok. Mais ouais, ça c'est des choses qu'on a mis en place. Beaucoup de formation des développeurs. Voilà, ça c'est le type de process. Après, on a des process aussi dans la communication où en fait c'est rien de secret, mais par exemple, on va gérer un Slack avec nos clients et mes chefs de projet ont l'obligé de faire des résumés tous les jours à mes clients de l'avancement, de ce qui a été fait. Donc ça va beaucoup augmenter la proximité avec nos clients malgré la distance. C'est pas mal dit. Hein. Ouais, c'est beau. Mais du coup, ça c'est plein de petits détails en fait qu'on a mis en place pour pouvoir aller chercher du business et gagner en confiance client.
Donc là, tu as parlé de tes process de qualité et du coup de développement aussi. Ouais. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous repassez sur le site au niveau des performances ou tu l'inclus direct dans ton process de qualité. En fait, Comment tu gères après la livraison et ce genre de choses? au moment de la livraison, alors effectivement, dès que le site va être en ligne, on va avoir 2 tests supplémentaires qui vont être faits. Le premier, c'est test de performance. Si besoin, on fait une repasse ensuite pour aller corriger les dernières petites pétouilles. Et le deuxième, c'est test. Alors, on utilise Ahref pour faire des tests SEO sur le SEO on-site et s'assurer qu'en fait tout soit vraiment bien construit en termes de structure, d'organisation et que le site puisse ensuite aller performer sur le SEO. Okay. Alors, on n'est pas une agence SEO, hein. Mais vous connaissez les mises en place techniques pour respecter une bonne SEO. Ouais, c'est ça. On dit souvent aussi, c'est qu'on fait pas de SEO, mais techniquement on sait comment vous l'agencez au moins. Et après vous travaillez avec des agences SEO partenaires ou c'est à la délicatesse du client? Il y a les deux en fait. Soit le client a déjà son agence et du coup on s'intègre avec les agences existantes. Soit le client nous demande des recommandations et on a quelques partenaires avec qui on aime bien travailler, qui sont très robustes et qu'on conseille. Trop cool. Ouais. Dans le e-commerce, c'est essentiel, donc ça doit être souvent le cas qu'il y ait des demandes SEO poussées pour vos projets. Il y a beaucoup de demandes SEO poussées. Même, je pense que tous les clients, en fait, dès qu'un client commence à être assez mature, je pense que le SEO, c'est pas forcément la question qui vient initialement. On va peut-être plus avoir une stratégie d'acquisition basée sur des ads ou ce genre de choses ou de l'influence, beaucoup d'influence ou des réseaux sociaux. Et le SEO va peut-être venir dans un temps 2. Mais en fait, dès qu'on a quand même des personnes qui sont assez matures, c'est vrai que le SEO est une vraie préoccupation. Très bien pour GradiWeb. On va aller encore plus général maintenant. On s'étend à l'e-commerce en global. Et question peut-être un peu tordue, mais quelles sont les principales tendances e-commerce que tu vois en 2024 là, qui arrivent depuis janvier? On est déjà en juin. Il y a sans doute plein d'autres tendances que ce que je vais dire, mais moi il y en a 3 que j'ai pas mal identifiées et je pense que sont assez importantes. La première, c'est une surprise pour personne, ça va être l'IA. Oui. Beaucoup d'applications qu'on va pouvoir mettre en place. Il y a pas mal de choses qui commencent à émerger, notamment au niveau de la recommandation produit, avec la recommandation produit très très adaptée en fonction de ce que l'utilisateur a fait en amont. Donc ça, c'est un vrai premier point. On va avoir aussi des applications un petit peu plus classiques dans la création de contenu, ce genre de choses. On peut avoir des choses plus avancées au niveau de la gestion du service client, avec de l'IA. Et quelque chose que j'identifie, mais on verra si ça se met un petit peu en place, mais je pense qu'il y a une vraie opportunité sur tout ce qui est la supply chain et en fait aider au service logistique, aller créer des routes optimisées pour délivrer mieux, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose, alors ça, c'est à un niveau personnel. Oui. Mais tu penses que l'IA va améliorer ce process-là? Ouais, ma femme travaille en système d'information géographique. C'est un secteur qui est très très spécifique et en fait, je me souviens d'un projet où en gros, elle travaillait sur comment optimiser les routes de livraison des logisticiens pour qu'il y ait moins de pétrole qui soit dépensé, pour que les livraisons soient plus rapides, pour que ce soit plus efficace et tout ça. Et je pense que par exemple, l'IA peut aller aider sur ce genre de domaine à penser plus rapidement que l'humain. Je le dis très mal, mais penser plus rapidement que l'humain. Je pense que ça peut être vraiment quelque chose. Et même pour le e-commerce, ça peut être un gain où dans tes entrepôts, tu vas optimiser ta chaîne de gestion logistique, ta chaîne de production, comment est-ce que tu empaquettes, comment est-ce que tu étiquettes meilleur, ce genre de choses. Je suis pas très bien dit. Oui, on a compris le principe. Non, c'est intéressant parce que on voit beaucoup l'usage de l'IA pour les clients quand on est entrepreneur ou gestionnaire de site, mais je trouve qu'on se pose pas assez la question de ce qui se passe derrière. Et donc la supply chain, on revient à ça. Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'en soi, les avancées majeures de l'IA seront sans doute justement dans ce que tu dis derrière, plus que sur le ça. Parce qu'en fait, je peux me tromper, hein, je suis pas devin, mais en soi, à partir du moment où tu as optimisé un peu la gestion produit, la recherche sémantique, la génération de contenu, tu vas pas forcément pouvoir aller beaucoup plus loin ou au niveau de l'IA. Alors j'ai peut-être du mal à m'imaginer, on aura peut-être une IA qui nous fera un site en 3D après, où ce sera immersif, on aura l'impression d'être au magasin et tout ça. Peut-être. Mais je pense que là où tu auras des vrais gains,
c'est toutes les problématiques réelles des e-commerçants, qui est comment j'optimise mes livraisons, comment j'optimise ma production, et c'est là où on va avoir des vrais gains ou des choses intéressantes. Et pour revenir sur l'IA, j'ai vu un de tes posts LinkedIn récemment autour de la SEO, où tu disais que Google mettait en place un nouveau système, c'est la SGM, ou peut-être que je me trompe. Ouais, et Google est en train de complètement révolutionner la manière dont ils vont afficher en fait les résultats et d'intégrer énormément l'IA à l'intérieur. Ils le font tout le temps, j'ai l'impression, mais là c'est encore plus que d'habitude. Révolutionner, ils le font tout le temps, ou changer l'algorithme, ou le faire évoluer, ils le font tout le temps. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui arrive où en fait, dans les résultats de recherche, initialement, c'est un moteur d'IA qui va redonner des résultats, qui va donner des résultats. Et en fait, les liens qu'on a l'habitude de voir vont être complètement repositionnés en dessous. Et ça oblige tous les e-commerçants ou tous les créateurs de contenu à repenser complètement leur contenu pour pouvoir être intégrés dans cette IA qui va aller un peu reformuler toutes les choses. Ok. Donc vous, en tant que spécialiste dans le e-commerce, c'est un virage qu'il faut vraiment pas louper, quoi, j'imagine. Ouais, alors je pense que nous, comme on est très tech et en développé, ça va plus se créer, enfin ça va plus être un vrai virage au niveau du contenu. Ok, d'accord. On va peut-être un petit peu moins accompagner nos clients sur le contenu, mais c'est un vrai virage au niveau du contenu. Ouais. Ok. C'est peut-être plus pour les agences SEO du coup. Exactement. Oui, mieux comprendre ce qui se passe. Ou même les agences de lead gen ou d'acquisition client. Ouais, c'est ça. À mon avis, ça arrive là-dessus. T'avais d'autres recos que t'as vu ou au niveau de l'IA, c'est la plus grosse, non, mais très bien. C'est la plus grosse. Après, je pense qu'il y a 2 autres points et j'y passe là-dessus, mais non, un autre point de tendance e-commerce 2024, ce que je vois beaucoup, c'est l'UGC, User Generated Content. Et du coup, en fait, c'est le fait que on va pouvoir aller utiliser les contenus générés par nos utilisateurs, donc des prises en photo avec les produits, des petites vidéos, ce genre de choses, l'utiliser dans sa stratégie en fait de communication et les mettre directement sur le site. Et les placer à des endroits stratégiques pour renforcer la confiance. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose que je vois énormément. Et le dernier petit point que j'avais pensé, et je pense que je suis très influencé par Shopify sur ce point, c'est le B2B. Où, en fait, Shopify a mis en place énormément d'outils pour le B2B. Et l'e-commerce est en train de s'orienter énormément vers le B2B. Ok. Très cool. Et ça va faire une liaison aussi. Est-ce que pour toi aujourd'hui, tu serais capable, peut-être que ça se rapproche plus d'une agence SEO, mais de savoir comment on développe une stratégie e-commerce efficace? Est-ce que ça passe par un bon site, par des bonnes pratiques tech, ou de passer par GradiWeb? Ouais, bien sûr, faut passer par GradiWeb, mais non, il y a en fait, c'est une question qui est très très vaste. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pour résumer, je pense qu'il y a peut-être des points un petit peu clés, un petit peu importants. Alors, déjà, le point clé, ou les 2 points clés, la première chose, c'est comprendre son public et ses utilisateurs. La base du marketing, mais en fait, si tu comprends pas qui ils sont et ce qu'ils recherchent, tu risques pas d'aller très loin. Et la deuxième chose, c'est développer ton produit en fonction de ta compréhension de tes utilisateurs. Extrêmement important, travailler beaucoup ton produit, sourcer tes fournisseurs, faire de la R&D, ce genre de choses. Ça, c'est très important. Après, développer son site, bien sûr. Mais ce qu'il faut voir, et on parlait de stratégie, c'est qu'en fait, ton site n'est que le début de ton aventure e-commerce. Moi, je vois beaucoup d'e-commerçants, peut-être un peu juniors, qui arrivent et qui, une fois que le site est en ligne, ont l'impression qu'ils vont être millionnaires demain. Alors, je leur souhaite tout ça, mais derrière, en fait, s'il n'y a pas de stratégie d'acquisition, si tu sais pas comment générer le trafic, si tu sais pas comment attirer du monde sur ton site, tu peux avoir le meilleur produit du monde, le meilleur site du monde, et qu'on a super bien travaillé nous de notre côté, t'auras pas de vente, quoi qu'il arrive. Donc, il faut absolument penser cette partie-là. On a eu ce cas-là, nous, dans l'agence, au tout début de l'agence. Ça va faire 5 ans que maintenant qu'on existe. Et au début, je faisais site vitrine et un peu de site e-commerce avant de faire full custom development. Et sur des sites e-commerce, on en a fait un pour un grossiste en vêtements. Et après, on développe tout, ça marche, paiement en place, machin. Et 2-3 semaines plus tard, il fait mais ton site il marche pas. Je me connecte, je me dis il est tombé le serveur. Je regarde, je vois qu'il fonctionne. Il me fait oui mais j'ai pas de vente. Ça c'est pas mon travail. C'est maintenant il va falloir que tu aies une stratégie d'acquisition, etc. Et je me retrouve totalement dans ce que tu dis où
nous, on est une pierre à l'édifice, mais Exactement. on peut pas tout faire Exactement. là-dedans, quoi. Moi, j'ai une cliente, on a mis son site en ligne et le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais je suis pas sur Google, là. Je me vois pas. Ah oui. Donc, le site est pas en ligne. Mais je comprends, il y a beaucoup, enfin, un e-commerçant, c'est pas forcément une personne tech. Ouais. Et du coup, il y a peut-être des gens qui peuvent avoir des business énormes, mais qui n'ont pas du tout cette sensibilité tech, comme on va peut-être pouvoir l'avoir nous. Donc, c'est un devoir de conseil, quoi, de dire c'est attention. un devoir de conseil, exactement. C'est un devoir de conseil. Et après, bon, bah, derrière, le dernier point, ou les 2 derniers points, c'est, être très vigilant au retour client. Ouais. Parce que dès que tu commences à faire de l'e-commerce, tu t'exposes et ça peut aller très, très vite. Donc, les retours clients, bah, faire attention à s'assurer qu'on a des bons retours. Ouais. Mais être aussi vigilant et très vigilant ou écouter beaucoup, toute la partie SAV et les retours négatifs. Parce qu'en fait, ça peut aussi t'en apprendre beaucoup sur tes produits et te permettre d'améliorer tes produits, ton funnel de vente, ce genre de choses. Et après, dernier conseil, qui est pas forcément de la stratégie pure et dure, mais il faut être en constante amélioration, itérer, faire de la B-test, itérer, A-B test, itérer, A-B test, itérer, et aller optimiser en permanence son funnel. C'était pas forcément une réponse très stratégique, mais on a parcouru un on l'apprend. Non, mais c'est, on revient même à une stratégie globale d'entreprise. C'est trouver ton client, savoir à qui tu t'adresses, comment tu vas le contacter, enfin l'acquisition d'un client. Et dans l'e-commerce, bah il y a un tournant, c'est le d'avoir un site quand même, si tu veux faire de l'e-commerce. Et donc après, c'est toutes les logiques d'entreprise qui se mettent autour, que tu t'impliques dans ton site, quoi. Mais très intéressant. Donc maintenant qu'on a vu les tendances 2024 pour toi qui arrive dans l'e-commerce, on va penser au futur maintenant pour 2025. Quelles sont tes prévisions sur l'avenir du e-commerce? Est-ce que Shopify va encore sortir plein de choses, plein de mises à jour qui vont être intéressantes? Écoute, je sais pas si je suis la bonne personne, je suis pas devin, mais je pense que honnêtement Shopify est très bien parti pour durer et pour grossir. Ils ont une énorme force de frappe marketing. Ils ont un service qui est d'extrêmement bonne qualité. Alors c'est sûr, hein, je suis propriétaire d'une agence Shopify, je vais pas dire du mal, mais si on a fait ce virage, c'est qu'ils sont vraiment vraiment efficaces et sincèrement, ils permettent aux e-commerçants de pouvoir se focaliser sur leur métier, sur leur travail et de quitter cette partie tech. Et tu vois, j'en discutais un petit peu avec plusieurs personnes et ce qu'on m'a dit, en ce moment, on a pas mal QVMA qui va être mon associé sur M6. Oui. Je sais pas si c'est toujours, je regarde pas trop la télé, mais ça existe encore. Ok. Et en fait, apparemment, toutes les personnes qui ont eu un site Shopify et qui sont passées dessus ont explosé. Ouais. Et énormément de personnes, en fait, qui n'avaient pas de Shopify, ont leur site qui a planté. Ok. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas préparés à une telle visibilité. Et c'est sûr que quand tu passes sur M6, bah, d'un coup, t'as énormément de trafic. Et du coup, bah, si t'as ton petit WordPress, t'as pas anticipé ton trafic, ça plante. Voilà. Okay. Et du coup, beaucoup de mauvaises aventures avec de la perte de business pour une énorme exposition. C'est un peu dommage. Et Shopify là-dessus est quand même très carré. Donc, je pense que Shopify va continuer de grossir. Ils sont en train de mettre en place plein de nouvelles fonctionnalités, B2B, l'optimisation de checkout, non, mais la possibilité de travailler sur le checkout, plein de choses super intéressantes. Donc ça, je pense. Et après, au niveau e-commerce, bah, écoute, j'ai quand même l'impression qu'on a eu une énorme folie au moment du Covid. Où, en fait, comme on était à distance, on pouvait pas forcément faire nos courses. Donc, tout le monde s'est orienté sur l'e-commerce. En sortie de Covid 2021, 2022, 2023, c'est quand même redescendu pour en fait revenir un petit peu à la courbe qu'on avait, la courbe de croissance d'avant Covid. Donc, ça va continuer à croître tranquillement. Ça, j'ai pas trop de soucis, quoi. Ouais, tu t'en fais pas sur le futur du e-commerce. Les gens continueront de faire des sites, de se lancer. Sauf si Internet se coupe. Pas de raison. Voilà. Et petite question sur Shopify. Est-ce que en tant qu'agence qui travaille qu'avec Shopify, vous avez des accès, vous pouvez parler avec des gens chez Shopify si vous avez des retours ou c'est pas des choses qu'ils mettent en place? Alors nous, on est partenaire Shopify. Non, Shopify fait très attention à sa communauté et à créer une vraie communauté. Que ce soit nous en tant qu'agence, on est agence partenaire, effectivement, on va avoir des relations privilégiées avec eux. On va pouvoir les contacter. Mais en tant qu'e-commerçant aussi, où en fait, ils sont très très proches de leurs e-commerçants. Il y a beaucoup d'événements qui sont créés. Hier encore, j'étais à un event organisé en relation avec Shopify. Et c'est vrai que la speakerine, je sais pas comment on dit, la personne qui parlait, en fait,
étaient de Shopify et connaissaient personnellement toutes les personnes dans la oui. salle. Et Ouais. pourquoi? Parce qu'en fait, ils créent vraiment un vrai écosystème autour de leurs produits. Donc non, ils sont très accessibles. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. Tu parlais tout à l'heure du SAV pour tes clients, mais eux, de leur côté aussi, le SAV par rapport à donc toi qui es leur client, c'est aussi essentiel pour eux, quoi. C'est Ouais. intéressant. Ouais. Non, et puis ils sont vraiment, ils sont bons là-dessus. Il y a pas de souci. Très cool. Et donc là, sur ces prévisions futures, Internet devrait pas s'écrouler Je demain. pense pas. Ça devrait aller. Sinon, Beyond de Baguette s'arrête aussi, d'ailleurs. Oui, plus Exactement. aucun métier. On arrête d'être ingénieur. Et est-ce que, petit aparté, est-ce que quand il y a eu l'avènement du Web3, avec tout ce qui était NFT, crypto, les sites Web3 machin, comme l'e-commerce se place plus sur du Web2, est-ce que tu t'es posé la question de est-ce qu'il faut aller là-dessus ou c'est encore trop jeune, on verra ça plus tard? Tu te poses toujours un petit peu la question. Ouais. Maintenant, il y a eu quelques systèmes de paiement, par exemple, sur de la crypto, ce genre de choses qui sont mis en place. Je pense que c'est encore vraiment les prémices. Et c'est peut-être un peu trop jeune pour attaquer l'e-commerce. Alors, je me trompe souvent. Mais Nous aussi. mais j'ai quand même la sensation que c'est pas aujourd'hui une vraie préoccupation majeure dans l'e-commerce et au niveau des acheteurs. Il y a peut-être quelques personnes, si forcément, qui vont être un petit peu intéressées, mais je pense que c'est pas encore assez mature. Enfin, c'est pas que c'est pas assez mature, mais à partir du moment où c'est pas dans un marché plus constitué, plus structuré, t'as quand même des risques aussi au niveau de ton entreprise et tout. C'est pas un besoin encore très bien identifié, tout ce qui est Web3. Ouais. Et c'est pas, le marché est pas assez gros dans le sens où c'est prendre un trop gros risque de baser ta société que là-dessus. Ah ouais, je pense. Donc, Même on m'a proposé, ouais. messieurs, être payé en Bitcoin, ça peut être super intéressant. Bitcoin ou crypto-monnaie, tu vois. Oui, ça peut être super intéressant, tant que ça monte. Hein. Oui, c'est ça. Le jour où ça va à l'inverse, c'était foutu. Hein. Voilà. Ouais, très intéressant. Parce que il y a toujours ces questions, même nous, on nous pose des fois, est-ce que vous travaillez sur la blockchain, etc. Donc on y réfléchit à s'entraîner dessus. Alors, je pense que travailler sur la blockchain en soi, c'est intéressant. Ouais. Tu vois. Alors, attends, parce que moi, je suis très, très spécialisé sur l'e-commerce. Vous êtes beaucoup plus spécialisé sur la technique ou des technos peut-être plus spécifiques. Et je pense que pour vous, la blockchain, ça a du sens. Ouais. On y réfléchit. L'IA aussi, beaucoup. Ouais, l'IA, oui, évidemment. C'est ce qu'on nous a dit d'ailleurs aux États-Unis, mais on peut le revoir en France de, bon les gars, la bulle en ce moment économique tourne autour de l'IA. Autant développer des techniques, enfin pas développer la technique en soi, mais d'utiliser les technologies pour faire l'IA, etc. Bah ouais, pour les je vendre. pense que De toute façon, on n'a pas enregistré un seul podcast de Beyond the Brackets depuis le début de l'année où on n'a pas parlé d'IA, donc voilà. Au moins, je pense que c'est clair que c'est bien la bulle d'aujourd'hui. C'est clair. Et pour finir, question plutôt simple, je l'espère. comment GradiWeb se prépare justement à l'évolution de l'e-commerce, au futur qui vous suit C'est pas une question si simple. Hein. C'est pour ça. À quel niveau on se prépare ou qu'est-ce que t'entends derrière cette question? Est-ce que tu continues une amélioration constante? Est-ce que, par exemple, avec l'IA qui arrive pas mal sur les sites e-commerce, vous les poussez beaucoup plus, que ce soit dans votre développement ou pour vos clients? Au niveau de l'IA, je pense que je suis mauvais client. Okay. J'en parlais dans un autre podcast il y a pas longtemps, mais en fait, je regarde ça d'un œil un petit peu lointain. Je regarde un petit peu ce qui arrive, un petit peu ce qui se passe, mais je suis pas forcément la personne qui va directement là-dessus. Okay. Donc, quand il faudra, on le fera. Mais on va peut-être déjà commencer par utiliser les technos, les plugins, les applications existantes, parce qu'il y a des types qui font très très bien ça, plutôt que nous aller développer directement l'IA. Alors peut-être que dans un an, je viendrai te dire que j'ai développé un super programme avec l'IA, ça me ferait plaisir. On sera ravis d'en discuter. Mais pour le moment, c'est pas forcément d'actualité. Ok, ça marche. Mais du coup, vous continuez comme vous savez le faire. Nous, on pour continue à améliorer nos process. Là, j'ai pas mal d'enjeux. J'aimerais bien beaucoup travailler la partie formation, que ce soit Shopify et notamment en Colombie, pour pouvoir aller améliorer nos process de recrutement. Après, ça, c'est un petit peu interne, c'est pas forcément lié au e-commerce directement. Mais c'est important. On a des outils qu'on utilise pour pouvoir développer plus rapidement, pour être plus efficace, pour améliorer la qualité. Donc ça, on continue de les améliorer en permanence. On parlait du B2B, on va adapter ces outils aussi petit à petit au B2B. Voilà ce genre de choses, ce qu'on est en train de faire.
On est en train de voir est-ce qu'on va ouvrir des nouveaux marchés ou pas. Ok. C'est toujours un peu touchy. Ouais. Mais l'Espagne est en train de pas mal se développer. Ok. Et du coup, comme on est franco-colombien, Oui, ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est le milieu. Et donc voilà, on a pas mal d'opportunités, on a pas mal de choses. Ok. J'avoue qu'au fur et à mesure des années, j'ai arrêté de faire des plans Ouais. à long terme sur la comète. Ok. Et on évolue un petit peu en fonction de ce qui se passe. Et on a une vraie capacité de réaction, de réactivité. Oui. Du coup, voilà, je verrai un peu ce qui arrivera dans les prochains mois, prochaines années. Tu t'adapteras au fur et à mesure. Exactement. Parfait. Et pour vraiment terminer, est-ce que tu as un petit tips pour quelqu'un qui se lance dans l'e-commerce demain, après tout ce qu'on a dit dans ce podcast? Appeler GradiWeb, hein, je pense. Ouais, appelle Déjà. GradiWeb. Et alors, je pense qu'il y en a 3. Appelle GradiWeb. Pense ton acquisition. Ouais. Principale chose. Et persévère. Quoi. Ouais. Ok. Persévère. Et, voilà, sois résilient. Et puis Ça va fonctionner un moment, si tout va bien. Bon, travail dur, mais oui, voilà. ça peut fonctionner très fort. Merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu nous as dit, Loïc. Merci à tous les deux. Ouais, c'était super intéressant. Merci. Pas de souci. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Adrien aussi. Et puis, bonne journée à vous. Salut à tous. Salut. Salut à tous, merci.